Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Tout le monde me pose la question pourquoi je fais pas de basket ou machin, mais tout le temps, et je dis non, en fait j'aime le ski tout simplement. Et j'avais envie de changer les codes, montrer autre chose, une autre image, montrer aussi une autre image d'Haïti, parce que je suis désolé, mais aussi pareil, dans les médias on parle d'Haïti que d'un pays désastreux, où c'est la galère, il y a rien qui va, ou voilà. Bon, certes c'est pas faux non plus, mais j'avais envie de donner aussi une bonne image et une meilleure image que ça. Dans quelques années, on aura droit à un film sur l'histoire de mon invité. Si je te dis qu'il est franco-haïtien, qu'il a été adopté par une famille vosgienne, c'est un joli territoire pour se mettre au ski de fond en tout cas, et que tout simplement, à force de ténacité, il a écrit l'une des plus belles pages des Jeux Olympiques de Milan-Cortina en devenant le premier fondeur haïtien à participer aux Jeux d'hiver. Donc c'est une immense fierté de pouvoir partager avec lui aujourd'hui autour de son histoire dans Tribune et Podium, parce que le sport est éminemment politique et Stevenson Savard permet à toute une communauté d'être représentée. Il veut aussi mettre en lumière son pays d'origine. Alors quelle fierté d'en parler ici aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Stevenson. Bonjour Soleil. Pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Je m'appelle Stevenson Savard, j'ai 25 ans, je suis quelqu'un qui a été adopté à l'âge de 3 ans. Je viens d'Haïti, ça fait quelques années maintenant que je me suis installé dans le Doubs. Maintenant, tu as le droit de me parler de sport, je veux bien que tu me fasses une phrase pour me parler de ton sport. Je suis athlète de haut niveau en ski nordique. Ski de fond. Est-ce que déjà pour commencer un petit peu et essayer de comprendre dans quelle ambiance t'as grandi, est-ce que c'était logique de faire du sport quand t'étais petit? Est-ce que c'était logique pour tes parents de te mettre au sport? C'était même une obligation. Aïe aïe aïe. Parce que, en tout cas pour moi, le sport c'est une sorte de thérapie en soi. Quand j'étais petit, j'étais pas bon à l'école. C'était pas mon fort et c'est le moyen de décompresser de tout ça et de me sentir vraiment bien. C'était en faisant du sport. Pas que le ski, parce que dans les Vosges, c'est cliché de dire on se met au ski parce que c'est un des territoires du ski nordique. Mais toi, c'était pas que ça. Non, j'ai pratiqué de l'athlétisme. J'ai démarré par de l'athlétisme. Ensuite, j'ai fait du VTT pendant pas mal d'années. Et en parallèle, je faisais du ski de fond aussi. Mais au bout d'un moment, j'ai dû choisir. Qu'est-ce qui t'a fait choisir justement le fond? Les copains. À l'époque, les copains, parce que la plupart de tous mes copains étaient en ski de fond. Puis vu que j'aimais ça en plus, le ski de fond, je me suis dirigé vers le ski de fond et voilà. Puis au bout d'un moment, j'adore le VTT, mais la mentalité des fois ne collait plus avec ce que je voulais faire. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti lors de ta première compétition en ski de fond? Ça remonte à loin. Bah ouais. Ce que j'ai ressenti, beaucoup de satisfaction et de bonheur, parce que je crois que j'ai fait un podium inattendu. Je suis pas sûr, je sais plus. Je m'étais bien débrouillé et on avait eu des conditions vraiment dantesques et ça m'avait plu, donc. En grandissant dans les Vosges et notamment en faisant du ski de fond, tu fais un peu figure d'ovni parce que c'est assez rare de voir des personnes de couleur faire des sports d'hiver. Est-ce que toi, tu te souviens petit avoir été la cible de moqueries, de railleries, ou vraiment c'était pas un sujet entre enfants en tout cas? Non, pas du tout. Dans les Vosges, quand j'étais en primaire jusqu'au collège, on était tous bien soudés. En fait, on était vraiment une classe d'amis et il n'y avait pas de ce truc, il est noir ou quoi que ce soit. Mais souvent il n'y a pas chez les enfants, c'est pour ça que je pose la question. Il n'y a pas chez les enfants. Par contre, ça arrivait à plus tard, mais jusqu'au collège, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Tu l'as ressenti quand, justement, cette différence? Je vais pas le cacher, de toute façon, je l'ai ressenti quand je suis arrivé au lycée à Pontarlier. Mais ce qui était d'autant plus difficile parce que j'étais le seul élève noir à faire du ski de fond. Et en plus de ça, j'étais hyper grand par rapport aux autres.
double peine. Ouais, donc forcément, oui, j'ai forcément eu pas mal de moqueries ou de mots déplacés, mais j'en ai jamais parlé à mes parents, mais Ah oui. mais voilà. T'as juste encaissé, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai encaissé. Après, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Je fais mon bout de chemin. Si les gens ils veulent te nuire, bah écoute, c'est leur problème. J'avance dans ma vie, je m'en fous en fait. En attendant, t'es olympien. Voilà, donc À cause de ça, tu t'es jamais dit je vais laisser tomber en fait. non, justement, ça m'a plus boosté qu'autre chose. Forcément, il y a des moments où tu doutes, parce que quand t'es gamin, bah, t'as forcément des doutes, tu te prends des grosses claques dans la tête, t'es en pleine construction de toi-même, donc c'est sûr que ça te pose des questions, mais sinon, non, moi, ça m'a plutôt boosté et de leur donner envie de leur montrer que, bah, je peux faire plus que ce que vous pensez, Ouais. voilà, quoi. T'as eu l'impression de devoir prouver encore plus, Ouais. et du coup, ça passe par le résultat, j'imagine. Bah, ça passe par le résultat, ça passe par, entre guillemets, montrer patte blanche, quoi. Ouais. En soi, je vois pas. Au final, là maintenant, si on parle de maintenant, parce que t'es toujours à Pontarlier au lycée, alors maintenant t'es plus en tant en qualité d'élève, j'ai envie de dire, mais tu travailles et tu ressens toujours ça. Il y a encore t'es encore la cible de moquerie ou plus trop là maintenant, c'est acté que t'as le droit aussi d'être sur des skis. Ah, bah là, non, enfin, maintenant, j'ai plus ce genre de choses. Bah, maintenant, je suis adulte en soi, Ouais. donc ça change la donne quand même. Et puis, bah, avec les jeunes, ça se passe hyper bien, donc il y a aucun souci là-dessus. Ouais. Pour parler de ta carrière, comment ça se passe toi donc c'est vrai que tu t'arrives ici en Franche-Comté pour faire sport-études, c'est ce qui est proposé en tout cas dans le lycée où tu as été à Pontarlier. Est-ce que à un moment donné, tu sens qu'il va falloir que tu choisisses entre l'équipe de France ou l'équipe d'Haïti? Comment se passe aussi ce choix, tu vois? Ouais, ça a été difficile. À l'époque, quand je suis arrivé au lycée, j'étais, entre guillemets, sélectionné au comité des Vosges. Le problème, c'est que je crois que j'avais loupé 2 départs en Coupe de France. Je m'étais endormi, voilà. Ah non, mais c'est terrible. Ah ouais, non, c'était terrible. C'était une période, ouais, c'était un peu compliqué. J'étais souvent fatigué et tout. Et ben, le truc, c'est que j'ai été, par la suite, sélectionné genre une fois sur 2 sur les Coupes de France ou même pas du tout. Et t'apprenais le vendredi soir, enfin, début de semaine, on me disait, bah, t'allais venir, t'apprends le vendredi soir pour partir en Coupe de France. Bah, en fait, t'es pas sélectionné. Donc, c'était Ouais, un en peu fait, compliqué. toi, tu manquais peut-être de rigueur à ce moment-là et du coup, ils te l'ont fait payer, quoi. Et ouais, de rigueur, je sais pas si on peut appeler ça de la rigueur, mais ça met un impact sur ta confiance en toi. Et en fait, tu te dis, bah, t'as pas ta place. J'avais 15, 16, 17 ans dans les eaux-là, bah, Ouais. temps du lycée, quoi. Et ouais, non, c'était très, très compliqué parce que du coup, tu te dis, bah, t'es nul. En fait, on te sélectionne pas, sélectionne une fois sur 2. T'es nul, quoi. Ouais, et puis toi, tu remets en question peut-être ton niveau, alors que C'est finalement, ça, c'était pas tant ça la question. C'est ça, et ce qui est dommage, c'est parce que aussi j'étais en pleine évolution aussi de mon corps, tout n'était pas assimilé, du fait que j'étais grand en taille, mais à l'intérieur de moi, j'avais un corps de 15 ans, en soi. Ouais, d'ado. D'ado, quoi. Et ouais, ça pouvait être compliqué sur les skis. Des fois, je m'en mêlais les crayons, enfin souvent, je cassais pas mal de bâtons, je Ouais. mettais les Oui, parce que bâtons pour entre qu'on les jambes. précise, quand on dit que t'es grand, c'est que tu fais plus de 2 mètres. Je fais plus de 2 mètres. Voilà. C'est pas, t'es juste à 1m90. Non, C'est ça. il est vraiment grand. J'avais pas mal de soucis d'équilibre et tout, donc non, c'était très compliqué. Heureusement que Florian était là, parce que Ton coach actuel. mon coach actuel, parce que c'est vraiment lui qui m'a soutenu. Il y a cru depuis le début que je suis arrivé ici. Il m'a soutenu à fond, même quand c'était très difficile. Il y a cru jusqu'au bout, lui. Et donc, du coup, le comité des Vosges te sélectionne moins pour la Coupe de France, Ouais. Championnat de France, etc. Bah, à l'époque, du coup, j'ai pas fait. Je voulais rentrer forcément en équipe de France. T'as toujours ce petit rêve au coin de la tête. Mais. Bah, puis en fait, t'as grandi et t'es quand français. tu Enfin, en grandis, fait, tu oui, grandis c'est ça. en voyant ces couleurs-là, donc c'est logique. Je voulais pas non plus, à cette époque-là, d'assimiler les deux, Haïti et moi, parce que je voulais déjà vivre une enfance, enfin une adolescence normale, et voilà, passer mes études dans les meilleures conditions, et après, voilà, peut-être penser à ça. Mais à l'époque, j'y pensais pas du tout, pas forcément. Et c'est après le lycée où cette idée est venue et ça a germé plutôt. Et t'as forcément le petit truc des origines qui te gratouillent au fond de l'esprit, de d'où je viens.
qu'est-ce que je peux faire pour montrer de la visibilité à ce petit pays, montrer une bonne image à ce pays aussi. Enfin voilà, toutes des questions comme ça. Est-ce que ça vient aussi, parce que du coup, je me suis forcément renseignée sur toi pour préparer cet épisode. Est-ce que cette idée de dire, en fait, je peux mettre de la lumière sur Haïti, je peux représenter ce pays-là, ça vient aussi avec le moment où tu recherches ta famille biologique? Je pense que oui. Après, inconsciemment, je le savais pas forcément. Enfin, je le pensais peut-être pas forcément inconsciemment. Parce qu'on y est retourné en 2015 avec mes parents et des amis haïtiens qui ont été adoptés aussi. Un voyage comme ça, c'est sûr que ça te marque. Ça marque les esprits. Tu vois la réalité. Tu vois la réalité et du coup, t'as envie, quand tu repars, t'as envie que ça bouge, que ça change là-bas. Quand j'avais 15 ans, je pense que voilà, j'étais pas forcément conscient de... C'est quoi qui t'a marqué quand t'es allé là-bas? La situation dont les gens essayaient de se sortir depuis le tremblement de terre. Ouais. Tu passes dans les rues, t'as plein de personnes, plein de gamins qui dorment par terre. Quand tu vois le paysage de là-bas, tu te dis que c'est vraiment beau et qu'il y a quelque chose à faire avec ce pays parce que bon, il est magnifique le nôtre. Hein. Je suis désolé, hein, mais ce pays-là, il est incroyable. C'est juste magique. Donc ouais, franchement, tu te dis il y a quelque chose à faire et tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui naît moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille sans cette pauvreté qu'on peut reconnaître aussi d'Haïti ou sans subir, tu vois, ce tremblement de terre qui a été destructeur pour l'île? Culpabilité, ouais, je dirais peut-être un petit peu. Après, c'est surtout du questionnement, genre pourquoi on m'a envoyé là-bas, pourquoi moi? Sachant que dans ma famille, on est quand même, on est 5 frères et sœurs. Famille biologique, tu veux dire? Ouais, ma famille biologique. Et j'ai été le seul à être envoyé là-bas. Et ouais, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi moi, en fait? Il y avait d'autres personnes. Pourquoi moi? Et du coup, c'est compliqué, hein, en grandissant avec ce sentiment-là. Parce que déjà, à cet âge-là, tu peux rien faire. Tu peux juste suivre le courant des choses, vu que t'es pas responsable en soi. Ah bah, c'est clair. Et t'as pas choisi d'être là. C'est ça, donc c'est plus du questionnement, je dirais. Tu les as eu ces réponses? Moi, je les ai eues, ces réponses, en grandissant et notamment en faisant ce voyage en 2015. Bon, ça a mis du temps à se construire, mais ouais, j'avais beaucoup de colère, on va dire, en moi, qui se demandait pourquoi j'étais envoyé là, c'est quoi mon rôle en fait, qu'est-ce que je dois faire, et du coup en vrai ouais, c'est plein de questionnements, t'es perdu. C'est quoi mon rôle sur cette terre? Non mais c'est totalement ça en fait, c'est totalement ça. D'autant plus tu te questionnes en plus quand tu es en contact avec ta famille et qu'ils te racontent ce qu'ils vivent là-bas, et ouais, c'est chaud. Ouais. C'est pas évident. Et puis il doit y avoir aussi ce sentiment d'appartenir à un pays sans vraiment appartenir, et ce sentiment il doit être double, à la fois avec Haïti et à la fois avec la France. C'est ça, ouais. À l'époque du lycée, quand je suis arrivé dans le lycée, en fait on te fait comprendre aussi entre guillemets que t'es pas français, quoi, en soi. T'es pas français, pas... T'as le droit de le dire, hein, c'est encore un discours qu'on entend aujourd'hui, donc c'est pas tabou de le dire, hein. C'est grave, mais c'est pas tabou. Même par les gens de ta propre communauté, des fois t'as des réflexions en mode ouais, t'es pas haïtien, quoi, puisque t'as été adopté, en gros, tu vois, et t'es pas un vrai haïtien. Alors que pas du tout, en fait. Bah ouais, c'est souvent ce qui est difficile. Alors moi je connais pas l'adoption, mais à un niveau beaucoup plus inférieur, quand quelqu'un change de ville et vit depuis 20 ans par exemple dans une nouvelle ville alors qu'il a vécu 20 ans ailleurs, bah il y a toujours ce truc de quand t'es dans ta nouvelle ville, on te dit toujours que t'es de l'ancienne, et en fait t'es jamais vraiment d'un endroit. Intégré, on te ramène toujours à ce que t'as été avant, ou ce que t'es pas en tout cas. Alors que on l'a pas choisi, hein, une adoption, en vrai, tu ne choisis pas, quoi. En tout cas, aujourd'hui, t'as fait un choix. J'ai fait un choix, alors, ouais, tout à fait. T'es toujours franco-haïtien, l'un n'enlève pas l'autre, hein, évidemment. Bien sûr. Mais sportivement, t'as fait un choix. Est-ce que tu peux me raconter justement ce qui s'est passé pour toi de te dire je fais le choix de représenter Haïti au niveau international? C'était en 2020, 2021, le Covid, je sais plus c'était 2020. Quand, 2020. À l'époque T'es le seul qui se rappelle pas de quand c'était. À l'époque là, je pouvais
pas courir. Il y avait que les fédéraux qui pouvaient faire les Coupes de France. Du coup, je me suis dit, bah écoute, en plus je m'étais entraîné l'année là, j'avais fait le job entre guillemets. Là, t'arrives là l'hiver, tu peux pas courir. Tu te poses des questions, tu te dis, bah qu'est-ce que tu fais? C'est ta dernière année ou tu continues? Entre-temps, j'ai été coach un peu à l'Olympique et j'avais ce sentiment en moi d'inachevé et que je pouvais faire quelque chose. On m'en avait déjà parlé un peu avec mes amis en rigolant, hein, comme ça te dirait pas de représenter ton pays et tout machin, ça serait ouf. Tu vois, non, c'est pas, ce serait dingue, mais c'est pas responsable. Et en fait, si, ça m'a bouffé de l'intérieur entre guillemets, mais du coup je me suis dit vas-y, c'est bon, 2021, faut y aller, mon gars. Est-ce que t'avais pas peur qu'on dise bon bah il prend Haïti parce que de toute façon il aurait jamais été sélectionné en équipe de France? Bah d'un côté ils ont pas tort. Enfin, en soi, faut être réaliste, hein, parce que il y a tellement de niveaux chez nous, faut pas le cacher. Hein, le niveau en France, il est énorme. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe au JO, je veux pas dire, bah c'est pas des pimpins les mecs. Non, c'est clair. Ils sont vraiment chauds quoi. Donc non, moi en tout cas, moi je suis très fier de tout cas des équipes de France, mais après, s'ils veulent parler de ça, bah écoutez, parlez les gars. Moi, oui, si vous voulez. En tout C'était cas, rageux. moi c'est un de mes rêves. Et même si ils disent que j'ai pas le niveau pour être en équipe de France, oui, c'est vrai, mais faut quand même un gros niveau pour pouvoir y aller aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est vraiment pas tout le monde qui peut le faire. Et ça, je pense que les gens ils se rendent vraiment pas compte. Bah c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, quand je me suis renseignée pour préparer l'épisode, même moi, alors que je suis quand même un peu dans le milieu en rencontrant beaucoup d'athlètes, etc. Je me rendais pas compte que c'était aussi difficile pour une petite nation, dans le sens où tu sais t'as un peu cette image de bah en fait on veut tellement représenter les petites nations, les petits pays qui ont moins de chance, qu'on leur laisse leur chance quoi qu'il arrive. Et en fait quand je me suis renseignée sur ton parcours, je me suis dit ah ouais non, il a dû sortir les crocs, il a dû travailler, il a redoublé d'efforts parce qu'en fait sinon bah même que tu représentes Haïti ou pas, la qualif elle se fait pas quoi. Non, mais ouais, les gens, ils se rendent vraiment pas compte du niveau qu'il faut. Et en fait, il y a tellement de quotas et de choses à réaliser en amont pour aller au JO. Par exemple, faut un minimum de points FIS pour y aller. Donc, ça veut dire qu'il faut être aligné sur les compétitions internationales. Voilà, c'est ça. Il faut que tu ailles au championnat du monde. Il faut faire 2 championnats du monde avant ton Olympiade. Il faut avoir un minimum de points FIS. Tout ça, tu les acquiers sur les Coupes de France. Sauf que les Coupes de France, pour les points FIS, il y en a que 2 chez nous. Donc, ce qui est compliqué par rapport aux autres pays. Tous les autres pays, c'est points FIS partout. Mais nous, il y en a que 2. Donc là, déjà, ça pose un problème. Ensuite, du coup, faut que tu ailles chercher les points FIS en Coupe d'Europe. Faut bien choisir tes compétitions parce que le but, c'est d'aligner sur la compétition quand il y a le meilleur pour faire baisser vraiment ton taux de points. Mais faut pas te planter non plus parce que si tu te plantes, tu te prends une ramasse, tes points FIS, ils augmentent pas possible. Donc il y a tout un calcul, toute une organisation à faire. Et puis peut-être que toi, en représentant Haïti et en étant du coup seul athlète, parce que toi, c'est pas, t'es pas en équipe, c'était en équipe d'Haïti, mais l'équipe c'est toi quoi. Voilà. Et ton coach et peut-être un peu de staff, mais il y a pas d'autres athlètes. Peut-être que aussi ça t'oblige à rentrer dans ces calculs-là. Alors que quand t'es dans une grosse nation du sport nordique, les calculs, tu les fais pas parce que ça, c'est le taf des coachs, quoi. Tout à fait. Il y a tout ce cheminement-là à faire. En plus de ça, on part pas avec les mêmes moyens que les grosses nations. Le matériel, au tout début, hein, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais au tout début, j'avais du matériel, des marques différentes. J'avais 4 marques de ski différentes. Parce qu'on repartait de zéro, hein. Je m'entraînais plus, j'avais plus de sponsors, j'avais plus rien du tout. Ensuite, je suis passé chez Fischer. Ils ont été sympas de nous prendre. Bon, on a payé quand même les skis, hein, c'est vraiment cher. Mais voilà. Tout ce qui est équipement, l'équipement, on l'a fait nous-mêmes avec mon coach et puis mon homologue canadien, Théo Mallet. Il n'y a pas de collaboration possible. Tu vois, je sais qu'en biathlon, souvent, on met en avant que les farteurs de l'équipe de France vont aussi farter les skis des Belges, par exemple. Vous, il n'y a pas de collaboration possible? Si, c'est possible, mais si tu payes. Si je dis pas de bêtises... Tous monnaie dans la vie. C'est terrible. De toute façon, dès que tu es en sport de haut niveau, c'est une question d'argent. Hein. Faut le dire. Pour donner un ordre d'idée, j'espère que je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'à l'époque quand j'ai fait les championnats du monde à Planica, les Français fartaient les Andorrins et je crois ils devaient payer 20 000 euros pour la saison, si je dis pas de bêtises. Ok, oui, donc il faut le sortir. Donc faut sortir quand même les 20 000 euros.
Ils nous ont aidés de temps en temps, l'équipe de France, parce que il y a des personnes dedans où c'est des copains à mon coach, à Florian. Il fournit quand même aussi, en étant coach au lycée professionnel à Pontarlier. Et bon, alors il t'entraîne toi, mais il fournit aussi les futures générations de fondeurs. Donc Oui, aussi. l'idée, c'est pas de Mais se mettre à dos les uns les autres, quoi. non, c'est ça. Mais c'est des petits accords comme ça. Par exemple, là, les jeunes de la section avaient aidé pour le nouveau camion de fartage de l'équipe de France de fond à faire, je crois que c'est le meublement tout en bois et tout à l'intérieur. Je sais pas si vous aurez l'occasion de voir un jour ça, mais J'espère un jour enregistrer avec un farteur, pour être honnête, mais pour l'instant, j'ai jamais eu. il y a eu énormément de choses qui ont été faites par les élèves du lycée, donc voilà, des petits arrangements. Mais sinon, c'est mon coach qui a tout fait tout seul. À part au JO où voilà, on a eu la chance d'avoir un coach, un coup de main du coach du Massif Jurassien là, Sacha. Et heureusement qu'il était là parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. T'arrives plus serein quand même à la compétition. Pour justement du coup revenir un peu en termes de temporalité, donc toi 2020 tu skis pas parce que tu fais pas partie des grandes équipes internationales. Tu vas chercher Florian parce que finalement naît ce rêve un peu de dire peut-être que je peux représenter Haïti et préparer une Olympiade. Qu'est-ce qui te dit quand t'arrives avec en lui racontant ton rêve là? Il m'a dit OK. OK, bon c'est aussi simple que ça. On le fait. Je signe, c'est où? C'était le coup. Il y avait les championnats de France de ski roue à Arson. Je m'étais fait ramasser. Hein, mais ouais, j'étais allé le voir et il m'a dit oui, pas de problème, sans hésitation. Et après, il est revenu quand même. Il me dit faudrait que j'en parle à ma femme quand même parce que bon, c'est pas rien. Ouais, le lendemain, il m'a dit ouais, écoute. Ouais, parce que même pour lui, c'est un autre engagement que juste coacher les jeunes de section. Pour quoi. lui, c'était aussi un challenge aussi pour lui-même, mais ça lui changeait d'air entre guillemets. Ça fait un bout de temps qu'il est coach à la section, donc tu rentres dans une routine et tout. Et là, ça lui a permis de faire autre chose. C'était l'année dernière, l'été dernier du coup, au challenge Vincent Vitoz. C'est une course de préparation pour la saison d'hiver. Bon, c'est quand même une grosse course, on va dire, même si c'est pas un truc de malade, mais ça reste quand même une Coupe de France en soi. C'était mon première victoire en Coupe de France, entre guillemets. Inattendu. On va revenir dessus. Donc c'était fin août l'année dernière, donc 2025. Quand tu t'alignes sur cette course, toi, ta préparation estivale, elle est en cours pour la saison hivernale et la saison olympique. Tu te sens comment à ce moment-là ? Je me sens vraiment bien et ça faisait j'y ai pensé en fait tout l'été à cette course et je voulais prendre ma revanche. Ça fait quand même quelques années où je voulais prendre ma revanche sur cette course, où je suis pas passé loin non plus d'aller en finale à chaque fois et ouais non j'avais vraiment les crocs pour aller faire quelque chose de bien. Quand tu parles de revanche, ça veut dire que c'est un format sprint ? C'était un format sprint. La dernière fois que j'avais fait ça, j'étais presque allé en finale. Ça remontait en 2020, je crois. Et après, j'ai arrêté le ski. Et du coup, depuis là, je me suis dit, vas-y, putain, j'ai vraiment envie de me la faire, cette course. J'ai bossé pendant tout l'été avec Flo et tout. Et j'en ai chié, faut le dire. C'était une étape dans ta prépa ? Et c'était une étape dans ma prépa pour cet hiver. Histoire aussi de voir ce que je valais vraiment et de se mettre en confiance. Puis ouais, ça a bien matché. Au début, je doutais parce que à la qualification, je suis passé tout juste. Ah ouais, alors que tu viens pour la revanche, c'est chaud. Voilà, c'était chaud, c'était très chaud. Je suis vraiment passé ric-rac. Et avec Flo, après, on a discuté le midi avant de repartir pour les phases finales. On dit, mais c'est quoi tes objectifs et tout machin? Je dis, moi, j'aimerais bien faire au moins un podium ou faire quelque chose de bien et tout. Et il m'a dit, ok, de toute façon, tu verras, là, c'est une autre course, c'est complètement différent, t'es à plusieurs, t'es pas tout seul. Donc, ça, tu sais faire, toi de jouer maintenant. En plus, tu connais la piste, c'est ce que t'aimes. C'est ce que tu kiffes, donc vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Tu connais la piste, mais tout le monde la connaît parce que ça se passe après Manon. Et donc, dans le milieu du ski nordique, c'est un terrain que vous connaissez un petit peu, quoi. C'est ça, tout à fait. T'as une stratégie pour ces phases après éliminatoires Pas forcément de stratégie. Après, là, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. C'est que je suis parti à chaque poule
Je suis parti tout le temps devant, première position. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie parce que j'avais pas confiance en moi et que j'avais peur, tout simplement. J'avais peur de faire ce genre de choses. Et d'avoir fait ça, d'avoir réalisé ça, ça m'a débloqué quand même pas mal de contraintes au niveau de la confiance. Et ouais, c'était vraiment une belle étape de ma vie, en tout cas pour moi. Ouais. Et donc, la finale, tu l'emportes. Première victoire, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes cette ligne d'arrivée? Et énormément de satisfaction, de fierté. Et en plus, il y avait les copains qui étaient là, les copains du ski qui étaient ici. Et c'était trop bien parce que voilà, ils sont venus après me féliciter dans l'air d'arrivée. On était tous contents. Enfin, c'était cool, quoi. Puis, ça faisait un petit moment que je l'attendais, celle-là. Donc, tout le monde le savait. Donc bon, ouais, non, c'était génial. Puis, en voyant aussi que je pouvais mettre, pas se cacher, mais que je pouvais mettre aussi des fois une petite claque aux fédéraux, moi, Bah oui, ça me fait marrer. Donc, voilà. c'est logique. Eux, ça les fait peut-être pas marrer. Bah non, pas mais du tout. toi, oui. Pas du tout. Non, mais voilà, si j'ai l'occasion de mettre une petite fessier au petit gars d'Alex, je suis content, moi je me réjouis. Et qu'est-ce que ça change pour toi, cette victoire, si ça change quelque chose en tout cas? Eh ben, ça change que t'entames différemment la suite, parce que du coup, tu sais que t'es capable de réaliser ce genre de choses. Bon, faut pas se monter la tête après, mais ouais, tu sais qu'au fond de toi, maintenant, t'es capable de faire ce genre de choses. Après, voilà, faut travailler encore pour y arriver cet hiver. Faut pas non plus, voilà, s'enflammer dans les entraînements, pas faire n'importe quoi. Vas-y, j'ai réussi ça, maintenant, faut que je double mon volume d'entraînement ou je sais pas, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et parce que toi, quand tu parles de l'hiver, donc tu t'alignes en Coupe du Monde, quand tu t'alignes par exemple sur un sprint, face aux armadas internationales, il y en a quelques-unes, c'est quoi ton objectif quand tu démarres les phases qualificatives sur un sprint en Coupe du Monde? Mon objectif, c'est de passer la qualif, hein, tout simplement. Certes, la barre est haute, Ouais. faut le dire, mais non, ça a toujours été mon objectif, en tout cas, d'essayer de passer une qualification. Bon, après, le niveau, c'est autre chose. Il y a un abysse entre entre les 30 premiers, enfin même les 50 premiers. Bah déjà, il y a un monde entre le premier et les autres. Ouais. Et ouais, c'est ça qui est dur aussi en sprint parce que ça joue vraiment des secondes ou voire des millièmes et tu peux être 10 personnes dans une seconde. Donc ouais, c'est tendu. Et du coup, quand tu gagnes cette course après Manon, tu te dis, ah bah cet hiver, je vais peut-être y arriver? Ouais, peut-être. Je me suis dit, écoute, je pense que c'est possible, tu peux y arriver. Bon, j'y ai pas réussi, mais après, j'ai eu des petites contraintes, enfin des grosses contraintes avant l'hiver. J'ai eu des grosses carences en fer, vitamine D et déshydratation. Ça m'a mis KO pendant 3 mois au moins. Ah bah Facile, ouais, 3, 4 surtout mois. vitamine fer, ça fatigue à fond, quoi. Donc début de saison compliqué. Comment tu les expliques ces carences? Parce que normalement, j'imagine t'as un suivi nutritionnel, t'as des prises de sang régulières, enfin. Non, pas du tout. Ah, ok. J'ai pas ce genre de choses. La déshydratation, c'est arrivé au climat On a fait un stage dans le sud, à Font-Romeu, et il y a un climat là-bas que t'as beau boire tout ce que tu veux, tu peux dessécher très très vite, quoi. C'est pas qu'à moi que ça arrive. Il y a beaucoup de sportifs que ça arrive là-bas. Et puis, il manque de vitamine D. Le médecin, il a dit, c'est pas bête, ce qu'il a dit, parce que il a dit que les personnes de couleur noire, enfin, les personnes de couleur, en Europe, devraient tous prendre de la vitamine D en plus, parce que on n'a pas le taux de soleil ou de vitamine D, en tout cas, par jour ou à l'année, par rapport aux pays africains, Ah ou ouais, même ok. les pays plus ensoleillés. Non, si on te le dit pas, tu le sais pas, quoi. Bah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, donc ça m'a mis vraiment, vraiment dans le mal, ça, du coup. Ouais, puis du coup, c'est dommage parce que t'as fait une bonne prépa et du coup, t'arrives quasi à la fin de ta prépa avec 3 mois d'extrême fatigue. Ouais. J'ai fait les championnats de France de ski roue en octobre. Après le Vitos, j'avais comme vraiment objectif de reperformer sur le sprint. J'étais planté complet, quoi. J'ai même abandonné le deuxième jour, donc non, j'étais déçu et voilà. T'arrives en forme quand même après sur le début de Coupe du Monde ou justement ça met du temps vraiment à revenir? Ça met du temps. Bon, c'était pas non plus dégueu, on va dire, mais c'était pas non plus mon niveau, que j'aurais pu avoir. La crainte de me planter en course
quand j'étais dans les années lycée, où j'étais à moitié au comité, parce que du coup, tu joues les sélections, voilà. T'as cette crainte de, en fait, si tu te plantes, en fait, tu seras pas sélectionné pour la prochaine course le week-end prochain, donc voilà. Donc après, ouais, tu vis avec cette peur de sélection à la con, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est là que c'est la sélection, elle est rude parce que, il faut les meilleurs et donc du coup, chaque week-end, il faut que tu sois le meilleur possible. La joie. Le défilé d'ouverture des JO. C'était magique, c'était dingue. En plus, il y avait mes parents qui étaient dans les tribunes. Il y avait tout le monde qui a suivi, tout le monde ici, que ce soit dans les Vosges ou même dans le Doubs. Tous mes amis, ils ont suivi, ils m'ont envoyé tout le monde m'a envoyé des snaps avec des photos. De la télé. Vous avez vu. C'est toi. C'était trop marrant. De défiler devant ses parents, c'était incroyable. Puis de réaliser aussi que, défiler avec mon coach, de réaliser que, on est là, on y est. Parce que c'est lui qui porte la pancarte. C'est ça. Et de réaliser que on était là, on était au JO, on a réussi avec ce qu'on est, ce qu'on avait, avec tout ce qu'on a vécu. Ouais, non, c'était fou. Et puis avec des moyens restreints aussi. Et avec des moyens restreints, donc ouais, c'était encore plus beau. Puis c'était marrant aussi. C'était marrant parce que le coach, il stressait. C'est pas quelqu'un qui stresse dans la vie de tous les jours, hein, d'habitude. Mais c'est là, sur ce genre de choses, pour des défilés devant 8 milliards de personnes, là, il stressait à mort. Et du coup, on a inversé les rôles. Parce que moi, d'habitude, je stresse avant les courses. C'est lui qui me réconforte avant les courses. Et là, du coup, j'ai déstressé avant le défilé. Mais il était pas serein. Hein. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu, rien du tout. C'est juste un moment à kiffer. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Et cette cérémonie, du coup, quand tu défiles aux couleurs d'Haïti en portant le drapeau, parce que c'est quand même toi le porte-drapeau de la délégation, alors vous êtes 2 dans cette délégation. Bon, en tant qu'athlète, on peut quand même compter ton coach et puis le staff qui vous accompagne, mais qu'est-ce que tu ressens là quand tu agites ce drapeau au milieu du stade Énormément de fierté, ça c'est sûr. Après, franchement, c'est des sensations indescriptibles parce que tout vient en même temps et je saurais pas vous décrire. C'est juste... c'est trop bien. C'est un sentiment un peu de travail accompli. Oui, aussi, ouais, tout à fait. Quand toi, tu arrives sur ces Jeux de Milan-Cortina, l'objectif, c'est la qualif. Est-ce que derrière, il y a un objectif de résultat ? L'objectif, c'était on s'était dit de terminer toutes les courses. Là, on allait être frotté, vraiment aller au tout meilleur de la planète. Donc, l'objectif, c'était vraiment de terminer. Après, s'il se passait des choses d'incroyables, écoute, tant mieux, c'était un plus. Laisser faire la magie des jeux. C'est ça, exactement. Mais terminer toutes les courses, quoi. Et alors ? Il y a qu'une course où j'ai pas terminé, et c'était le 50 km. Ouais, mais t'es pas le seul. Hein. Mais oui, c'est sûr que je suis pas le seul. Un petit peu déçu, forcément, mais très content parce que c'est quand même pas mon fort, le 50 km. C'est pas ma discipline phare. Et je pensais pas du tout arriver déjà là. J'avais fait 42 km. Il me restait peut-être 2 tours à faire. Les premiers, ils étaient dans leur dernier tour, donc non, j'étais très déçu. Mais t'abandonnes parce que le corps suit plus ou parce que ils te prennent un tour et du coup, en fait, ils me prennent un tour en fait. Ouais. Le truc, c'est que j'abandonne dans la montée. Je les vois en bas dans le stade et genre ils étaient à 20 secondes derrière moi, quoi. Donc je me suis dit voilà, c'est mort, quoi. Je peux tout donner, mais face à eux, je peux rien faire. mais j'ai été bête parce que j'aurais dû me laisser dépasser pour que mon résultat s'affiche dans les fiches de résultats. Parce que là, c'est marqué abandon, du coup, je suis pas classé. DNF, ouais. Mais l'ego a parlé. Je vais pas me faire vraiment, dépasser. Non, mais c'était ça. C'était exactement ça. Donc voilà. Le sentiment que tu as eu sur cette cérémonie d'ouverture, cette fierté et se dire, purée, malgré toutes les embûches, on a réussi. C'est ce que tu as ressenti aussi quand tu as passé la ligne d'arrivée de ta première course olympique ou c'était encore autre chose ? C'était encore un autre ressenti ? C'était un mélange des deux. Mélange de se dire premier objectif atteint, c'est passé à rien, c'était dingue. C'était un truc de ma boule. Et en plus de ça, la manière dont la manière a été
ça a été réalisé, je sais pas comment expliquer ça, ce sentiment-là. C'était indescriptible aussi, pareil. En plus, il y avait les jeunes du lycée qui sont venus. Ils ont fait l'aller-retour. Le proviseur a emmené les jeunes de la section. Ah bah, c'était pas si loin quand même. Bah, quand même. Quand même, mais bon, tu peux le faire en bus, quoi. Ouais, ils ont fait l'aller-retour en bus. Et de voir les jeunes au bord de la piste m'encourager, ça m'a poussé de dingue. Ça m'a vraiment boosté pendant la course. Et ça m'a fait énormément plaisir de les voir. En plus, avec le sourire, ils étaient comme des dingues, les jeunes. En plus, c'était au JO. Ah ouais, non, mais franchement, déjà, tu viens encourager un gars avec qui tu t'entraînes. Et en plus, c'est aux Jeux Olympiques. Enfin, genre, c'est ouf. C'est des jeunes que j'adore. Je les kiffe trop parce que voilà, c'est des petits jeunes sportifs qui sont très très bons, très gentils. C'est des bons gamins. Je les côtoie tous les jours. Franchement, ça m'a ému. Qu'ils aient fait le déplacement. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, quelques larmes. Je les ai retenus. Je les ai retenus quand je suis allé les voir. Il y a un moment donné, après la course, je pouvais aller voir le public derrière le stade. Et du coup, ils étaient là. Je suis allé les voir et tout et fêter un petit peu le truc. Et je me suis retenu quand même. Tu dis quand t'as fait la cérémonie d'ouverture, il y avait tes parents dans le stade. J'imagine qu'ils étaient là aussi sur toutes les courses ensuite, qu'ils ont pris ce temps-là pour toi et pour eux aussi. T'as pu en discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils ont ressenti aussi quand tu leur as dit que tu choisissais Haïti, que t'allais être le porte-drapeau et te voir réussir ça aux Jeux Olympiques? Eh ben, il y a eu des sentiments. La première fois, quand j'ai annoncé ça, ma mère était sceptique. Elle était pas trop chaud. Ah, pourquoi? Parce que forcément, ça allait demander des moyens financiers. Ouais, okay. À l'époque-là, je gagne pas non plus extrêmement ma vie. Elle est plutôt pour que je trouve un boulot stable et que voilà. C'est une inquiétude de maman, quoi. C'est ça, exactement. Donc non, c'était tendu pendant ces 4 ans, ce que je peux comprendre, mais c'était un peu tendu. Et mon père, par contre, je sais que mon père, il était à fond derrière. Hein. Il était à fond derrière, lui. Dès qu'il y a des trucs comme ça, je sais qu'il me soutient à 100%. Et voilà, en plus, mon papa, de toute façon, ça a été mon supporter numéro 1 dans tout ce que j'ai fait. En tout cas, dans le sport. C'est toujours lui qui m'a amené sur les compétitions, qu'il fallait se lever à telle heure pour aller au fin fond de je sais pas où, pour aller m'emmener faire une compétition sous la pluie ou sous la neige, c'était lui. Même pour m'emmener lundi matin au lycée pendant 4 ans, se lever à 4 heures du matin pour faire l'aller-retour juste pour moi. Ah ouais, partir des Vosges pour aller au lycée. Ouais. Ah ouais, wow. Donc non, là-dessus, c'est quelque chose que j'espère que n'importe quel enfant peut vivre en tout cas. Ouais, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de sacrifices, mais par amour en fait. Enfin. Puis non, après, par rapport à tout ce qui est JO, on n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas des familles forcément qui s'expriment là-dessus ou qui en parlent. C'est marrant. Du coup, c'est l'amour par le service, si je comprends bien. Ouais. Ton père à faire tous les déplacements, mais pas dans les mots, quoi. Mais non, pas dans les mots. Ça n'a jamais été notre fort là-dessus. Mais en tout cas, je l'ai vu et je le sais. Et on le sait tous. Et donc, du coup, cette Olympiade se passe pour toi à Milan. Et surtout, après cette première course, après cette cérémonie d'ouverture, tu entres dans une machine médiatique, dans un tourbillon médiatique, on va dire, inattendu. Ah oui. Ouais, complètement inattendu. Franchement, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ouais, répondre à toutes ces interviews, c'est hyper cool, c'est trop bien parce que c'est un truc à vivre sur au moins une fois dans sa vie et faut le vivre, voilà. Mais c'est épuisant, hein. Oui. C'est épuisant de fou. Et c'est là que tu te rends compte de plein de choses parce que c'est là que tu te rends compte que, par exemple, truc tout bête, quand tu regardes des meilleurs mondiaux à la télé, je prends l'exemple du biathlon ou de n'importe quel sport, hein, mais ils ont pas envie forcément de répondre aux questions des journalistes parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une trentaine de journalistes derrière que tu es obligé de passer à chaque box. Ouais. Et ça, c'est toute l'énergie perdue. Et en plus, si tu as une course le lendemain ou le surlendemain, en fait, c'est de l'énergie mais gâchée à 100%. Donc, et des fois, tu peux comprendre aussi l'énervement des gens parce que ils sont fatigués. Tu viens de terminer une course, tu viens de faire 20 km, t'es mort. T'arrives encore essoufflé devant les médias. T'as juste une envie, il fait froid en plus. T'as juste une envie, c'est de rentrer à l'hôtel très chauffé. Il y en a, on les citera pas, ils lâchent leur galette. Voilà.
et, et on te pose des questions, 50 000 questions. Ouais. Ouais. Mais non, c'était vraiment cool. Dans tous les interviews que tu as pu donner, il y a un sujet qui revient beaucoup pour toi, qui était important, c'était donc cette représentation d'Haïti, presque comme un combat politique en fait que tu fais. Pourquoi c'était important pour toi que Haïti soit représenté aux Jeux d'hiver, alors que c'est vrai qu'on se dit c'est pas sa place, quoi. C'était pour changer les codes, montrer que les personnes noires peuvent faire du ski ou des sports complètement inattendus. Alors, on va pas se cacher, hein, mais la plupart du temps, ils se consacrent juste au foot, au basket et à l'athlétisme. Ouais. Enfin, voilà. Bah surtout que toi, vu ta taille, t'aurais pu faire du basket. Bah, tout à fait, ouais. Donc, bah, tout le monde me pose la question pourquoi je fais pas de basket ou machin, mais tout le temps. Et je dis, bah J'aime non, en le fait, ski. j'aime le ski, tout simplement. Et ouais, j'avais envie de changer les codes, montrer autre chose, une autre image, montrer aussi une autre image d'Haïti, parce que je suis désolé, mais aussi pareil, dans les médias, on parle d'Haïti que d'un pays désastreux, où c'est la galère, il y a rien qui va, ou voilà, bon. Certes, c'est pas faux non plus, mais j'avais envie de donner aussi une bonne image et une meilleure image que ça, que ce qu'on peut voir tous les jours. C'est quoi, toi, l'image que t'as de ce pays? Franchement, c'est un pays, les gens ils sont géniaux, c'est un pays qui est magnifique, le paysage est incroyable, la culture est incroyable. Enfin, c'est un pays en fait qui mériterait d'être découvert par le public, que les gens en apprennent plus dessus quoi. Ouais, autrement que Que ce via le tremblement de terre ouais, et la c'est ça, pauvreté, quoi. c'est ça. Et les crises politiques. Mm. Et est-ce que t'as l'impression que t'as pu amener ta pierre à l'édifice? J'espère en tout cas. Mm. Et aussi l'autre message, c'était aussi de montrer aussi que bah en fait, même avec des petits moyens et d'où tu viens, bah tu peux arriver à faire des grandes choses. Tu peux devenir un crack en fait dans n'importe quel sport, dans n'importe quel domaine, que ce soit autre chose que le sport. Faut juste savoir la manière dont tu veux le faire quoi. Parce que quand toi tu parles de petits moyens qu'on essaye de réaliser un peu et de comprendre concrètement, si on compare entre tes moyens à toi et les moyens par exemple de l'équipe de France, c'est quoi la différence en termes de quantité de matériel, j'en sais rien, tu vois, de quantité de personnes, nombre de personnes dans le staff? Eh ben, nombre de personnes dans le staff, moi j'ai un coach Ouais. qui fait tout. Administration, fartage, déplacement, c'est mon homme de main, vraiment. Alors que bah dans l'équipe de France, t'as au moins 6 farteurs dans le camion, t'as les coachs qui font les déplacements, tout ce qui est administration, bah c'est d'autres personnes que je connais pas, mais qui les font, gens de la fédé, voilà, quoi. c'est ça. Pareil, tout ce qui est matériel, nous on a dû acheter tout notre matos depuis 2021. Pour vous donner un ordre d'idée, là au JO, on a reçu une paire gratuite de la marque Fisher, ou 2 paires, si je dis pas de bêtises, en 4 ans, du coup. Yes. Donc, tout le matos, on a dû payer par nous-mêmes. Et toi, t'as combien de paires, par exemple? Là, en combien de paires? J'ai 20 paires au total, 10 paires de chaque. 10 paires de classiques, 10 paires de skate. Ouais. Par rapport à, par exemple, Hugo Lapalu, ou je sais pas, mais des gars comme ça, ils ont peut-être 80 paires. De chaque? Ouais. Wow. Enfin, Okay. non, ou de chaque ou au total. Ouais, hein. ou au total, mais quand même, ça fait une énorme différence. C'est énorme, c'est une paire de chaque pour chaque type de neige. C'est hyper précis, quoi. Donc voilà. Ouais. Puis niveau budget, là, on a fait avec cette année 13 000 €, si je dis pas de bêtises, ou 15 000, un truc dans le genre. C'est très peu, en fait. Ouais, et puis toi, t'as un travail, en fait. Oui, en plus. C'est pas être athlète de haut niveau, ça te rémunère pas, quoi. On a fait une demande de potentiel sponsor pour la Ok. suite, mais voilà, il y a rien du tout de fait. Et le monsieur nous avait demandé un business plan, et nous, on a mis 150 000 €. Et ça, c'est le minimum de ce qu'on... Vous avez besoin. Ouais, de ce qu'on a besoin. Ouais. Comparé aux petites équipes, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. 150 000 €, c'est sûr que ça fait un Oui, énorme ça paraît prix, hein, énorme, c'est mais c'est sûr, énorme. c'est beaucoup d'argent, ça c'est sûr. C'est d'argent, mais comparé aux grosses équipes, c'est une goutte d'eau, quoi. Ouais. Et puis toi, tu peux pas prétendre, vu que tu as choisi Haïti, tu peux pas prétendre à faire partie des douanes, de la gendarmerie, de l'armée des champions, ou ce genre de choses, tout ce qui est mis en place par l'État français, en tout cas, pour faciliter la vie des athlètes. Tout à fait. Là, les sponsors, pareil, c'était que de la bienveillance des gens qui ont bien voulu nous aider, des locaux, et ça a été aussi des personnes de la famille de Flo qui nous ont aidés, des personnes de ma famille qui m'ont aidé, et sinon c'était tendu, Ouais, quoi, c'était chaud. Comment tu te projettes là sur la suite, parce que du coup l'objectif et le rêve d'être un Olympien et d'aller au jeu est atteint. Un nouveau rêve se dessine, ou est-ce qu'on range les skis et c'est terminé?
Eh ben, on s'était dit que après les JO, on arrêterait parce que on a atteint notre objectif. On a eu pendant ces JO des petits contacts qui pourraient nous amener à des potentiels gros sponsors. On attend toujours la réponse, en attente pour l'instant. Donc on est un peu dans le flou et c'est sûr que nous, on aimerait bien continuer, hein. Il y a les JO 2030 en France, c'est à la maison. Donc forcément, ouais, on aimerait bien y aller. On s'est dit que on retournerait pas pendant ces 4 ans dans les mêmes conditions qu'on a vécues là, Ouais, à chercher des sponsors à ouais, tout le moindre va, sou. enfin ouais, le moindre sou pour pouvoir se déplacer et tout. Donc on attend. Si ça marche, on y va. Si ça marche pas, il y aura pas de regret. On a déjà très content Mm. d'être arrivé jusqu'à là, ce qui était vraiment pas du tout facile et c'était pas acté dès le début d'arriver jusqu'au JO. Donc Ouais. voilà, on Oui, verra il y bien. aura pas de regret C'est parce ça, il y que a pas de t'as regret. réussi ce que tu voulais. C'est ça. Mais ouais, j'aimerais quand même, pareil, j'aimerais quand même, l'un de mes autres rêves, ce serait forcément d'aller au JO 2030 et de courir avec, il y a un petit jeune en biathlon, là, il s'appelle Franck Zi, il vient de Haute-Savoie. Non, de Ok. Savoie, pas de Haute-Savoie. Ouais, il faut pas confondre Ouais, les faut deux, hein. pas, sinon je vais me faire terminer. Mais il vient de Savoie et il est très très bon. Et c'est un Haïtien aussi, il a pris la double nationalité, il aimerait bien représenter Haïti en biathlon pour la première fois. Mm. Et aussi en ski de fond. Donc, Ah, il aimerait faire les deux. Et en ouais. calendrier, c'est chaud, non? Ouais, c'est chaud. Parce qu'en plus, les épreuves, elles sont pas au même endroit. Parce que en Ouais. 2030, le biathlon sera au Grand Bornand et le ski de fond, je sais pas, tu sais où ce sera? Le ski de Enfin, fond, je pense, ce sera pas très loin. Ça va être au saisie, genre à 1 heure de route, 2 heures de ouais, route mais max. purée, waouh, ok, c'est un sacré challenge, hein. Mais ouais, ouais, après, voilà. Son rêve, lui, ce serait de qu'on court ensemble. Et puis, il est vraiment bon en ski, donc Hmm. ce serait cool d'avoir une petite équipe haïtienne qui vienne titiller Ouais, un peu ouais. les autres, quoi. Toi, du coup, c'est vrai que quand on regarde ce que tu as réussi à faire, donc de représenter Haïti au jeu, t'étais pas tout seul, hein, il y avait un autre athlète en ski alpin. Moi, ça me questionne t'avais envie de mettre la lumière sur Haïti, etc. Mais du coup, ça a commencé à y répondre avec ce petit jeune. Je me posais la question de la transmission. Est-ce que c'est utile, je mets de gros guillemets à ça et c'est toi qui vas me dire, Mhm. de le faire qu'une fois? Parce qu'en fait, oui, t'auras été l'ovni d'une Olympiade, mais derrière, est-ce que tu vois, il y a un truc de durabilité et de transmission auprès d'autres jeunes qui ne croiraient pas en eux ou ne se diraient, bah, moi, de toute façon, je suis noir, je suis haïtien, je peux pas me mettre au sport d'hiver, tu vois. J'espère que c'est pas qu'un one shot. Mm. On verra bien. Mais après, si ça l'est, on aura fait de notre mieux et j'ai déjà pu voir quelques petits retombées au JO parce que j'ai eu des jeunes qui m'ont contacté un peu partout, qui m'ont contacté et qui m'ont demandé comment faire pour représenter Haïti. Par exemple, il y a un snowboarder Ok, trop bien. qui vient des États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui aimerait représenter Haïti en Mm. snowboard et il m'a demandé comment faire pour contacter la fédération et tout. Donc Mm. je lui ai dit tout. Il y avait une petite jeune en Suisse, je crois. Ouais, une petite jeune en Suisse. Bon, elle est en athlétisme. Pareil, elle m'a demandé comment rentrer dans le Ouais. système et tout. Ça Donc fait une équipe haïtienne très éclectique en termes de ouais. binationalité. Donc ouais, non, il y a quelques personnes qui sont entre guillemets réveillées, Mm. mais je pense que ça peut, Oui, en tout cas, à ton échelle, t'as senti que ça avait changé quelque ouais. chose. Et en plus de ça, si Franzy arrive en biathlon plus tard et que ça marche aussi, j'espère aussi que ça va ouvrir des portes Ouais. pour d'autres, en tout cas. Et c'était aussi l'objectif de ces JO, hein, c'était aussi d'essayer d'ouvrir les esprits et les portes Ouais. pour les jeunes, quoi. Tu travailles auprès des jeunes dans un lycée. Si demain, que ce soit dans 4 ans ou demain, peu importe, ta carrière de sportif s'arrête, est-ce que tu aimerais passer de l'autre côté en tant que coach, en soutien d'un staff ce serait quelque chose qui t'intéresserait ou Euh, non, t'auras fait ton temps et ce sera fini? Pas tout de suite. Actuellement, ça m'intéresse pas plus du tout. Peut-être plus tard si quand j'aurai peut-être gagné en plus de maturité, on va dire. Mhm. Ouais, pourquoi pas, mais en tout cas actuellement non, pas du tout. Du coup, là, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te souhaite que les sponsors signent pour repartir pour 4 ans? Ouais, ouais, j'espère. J'espère. Après, voilà, si ça marche pas, je passerai, j'irai faire autre chose. On arrive aux 2 dernières questions de l'épisode que je pose à tous mes invités. La première, c'est si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel qu'il soit, quel que soit son sport, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je dirais Stéphane Curie, ouais.
Ah. Ouais. On se rapproche du basket quand Ouais, même. voilà, oui, bien sûr. Non, je pratique pas le basket, mais je suis quand même un petit peu. Mais Ouais. voilà. Pourquoi lui? Parce que ça a été aussi une source d'inspiration pour moi. C'est quelqu'un qui n'était pas amené à faire du basket de très très haut niveau. Tout le monde ne le voulait pas parce que à cause de sa taille. Et il a réussi à faire. En fait, il a réussi tout simplement à changer le basket grâce à lui-même en fait et grâce à son jeu. Et ça, c'est juste dingue. De faire changer un sport, de faire évoluer un sport. Et de montrer que en fait les gens ils se sont trompés sur lui et en fait voilà quoi. Tout le monde peut faire un sport quoi en soi. Ouais. Il y a pas de enfin je sais pas comment dire, il y a pas de restriction. Ouais, il y a pas de barrière. Pas de barrière quoi. On peut bouger les lignes des cases C'est qu'on se ça. met soi-même. C'est ça. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Je dirais Franck Zi hein. Allez. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler de ton histoire, de ton parcours dans Tribune et Podium, c'était passionnant et j'espère que ça va marcher pour toi pour la suite, même si j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, t'as atteint le rêve que tu t'étais fixé. Merci beaucoup Solène. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!